Bonjour à tous et bienvenue à ce séminaire sur les premiers retours d'expérience sur Rosa Produits. Donc je serai accompagné aujourd'hui pour cette présentation par Ismaël Benab Dessadoc, qui est l'adjoint à la division des opérations de la direction de la gestion d'actifs de l'AMF, Louis Bernier, chef de projet toujours à la direction de la gestion d'actifs de l'AMF, et par Magali Béhussard, qui est analyste support applicatif, toujours à la direction de la gestion d'actifs. On va commencer comme il est d'usage par quelques consignes techniques. Donc en cas de problème de connexion, ou si jamais vous êtes déconnecté, vous pouvez vous reconnecter à partir d'un PC, d'une tablette ou d'un téléphone. Vous aurez, comme il est d'usage, la possibilité de poser des questions tout au long de la présentation et on vous invite à le faire voilà, on essaiera, dans la mesure du possible, de répondre à un maximum de questions puisque c'est l'un des objectifs principaux de ce webinaire, lors de 2 séances dédiées, une en milieu de présentation, une à la fin. Encore une fois, comme il est d'usage, si on a beaucoup de questions, et voilà, qu'on considère qu'elles sont d'utilité publique et qu'on n'a pas le temps d'y répondre, on y répondra par d'autres canaux. Cet atelier sera enregistré et vous aurez accès ultérieurement au replay, hein, si vous voulez le visionner ou le partager. Et la présentation qui sert de support à ce webinaire est téléchargeable à tout moment lors de l'atelier. C'est, comme d'usage, la petite icône en forme de nuage que vous avez en haut de votre écran. Les points qui seront abordés dans la présentation d'aujourd'hui, une brève introduction que je vais vous faire dans 2 minutes, un partage de bilan des premières semaines d'activité, les évolutions de travaux en cours et les erreurs fréquemment rencontrées. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ce webinaire aujourd'hui? Tout simplement après 1 mois de démarrage de Rosa Produit, qui était quand même une étape importante dans le déploiement de l'outil Rosa, avec lequel voilà, maintenant vous avez eu l'occasion pour la majorité d'entre vous d'expérimenter le fonctionnement en live avec des dépôts de dossiers. Voilà, si j'essaie de peut-être de faire une petite synthèse qui se sont, en tout cas de notre point de vue, plutôt bien passées, hein, plutôt il y a un fonctionnement nominal pendant cette période-là. Évidemment, beaucoup de questions, évidemment, comme dans toute mise en production, voilà, des petits soucis techniques ou des petits soucis d'ajustement à régler qui sont encore en cours. Mais il nous a semblé utile, au bout d'un mois, de vous faire ces retours-là, en revenant sur les difficultés que vous avez pu rencontrer, les questions qui ont été fréquemment posées, voilà, de telle manière à le partager à un grand nombre de personnes et ne pas se limiter aux échanges bilatéraux qui ont pu avoir lieu pendant la période. Voilà, ça m'amène sans transition à passer la parole à Ismaël pour vous partager le bilan des premières semaines de mise en service. Bonjour à tous. Voilà, effectivement, comme le disait Dédié, l'objectif de cette présentation, c'est de revenir sur ces quelques semaines qui sont passées depuis le 28 mars, qui est la date de mise en service de Rosa Produit. Je vais présenter en 2 slides, revenir sur un élément clé pour resituer un peu Rosa dans la tête de tout le monde et j'allais dire pour recadrer où nous en sommes aujourd'hui. Le premier point à aborder aujourd'hui, c'est définir les acteurs et donner une visibilité sur les acteurs du système Rosa. En effet, Rosa est partagé dans 4 grosses briques applicatives et avec chacune des acteurs bien définis. Aujourd'hui, tout le monde connaît le volet extranet. Effectivement, vous êtes, j'imagine bien, en majorité des utilisateurs de l'extranet. Et sur l'extranet, nous avons principalement les sociétés de gestion, les PSI, les prestataires en investissement financier, les PSAN et les PSFP aujourd'hui. On va ouvrir à d'autres acteurs dans le futur. Sur ce volet-là, ces acteurs clés-là sont vraiment au cœur de notre système. Dans la slide suivante, je reviendrai sur les fonctionnalités clés. Mais là, on a vraiment aujourd'hui, en termes de mise en service, l'extranet qui prend la part belle, entre guillemets, à l'activité vis-à-vis de l'extérieur. Côté intranet, Rosa, c'est un outil de travail pour une bonne partie des collaborateurs de l'AMF. Principalement, cela va de soi avec la direction de la gestion d'actifs. On a la direction au sein de la DGA, on a la DAS, direction des agréments et de suivi, et la division des opérations avec le back-office et l'activité de passeporting. C'est vraiment un outil de travail, je reviendrai plus tard dessus, mais c'est-à-dire qu'on utilise Rosa de façon quotidienne. Et Rosa, en interne, via l'intranet, est ouvert à l'ensemble des collaborateurs de l'AMF, principalement pour consultation de référentiels.
Le troisième volet de Rosa, c'est la partie flux. Nous avons un certain nombre de flux, qu'ils soient entrants, sortants, bidirectionnels et avec des acteurs très différents. On a Euroclear, l'INSEE, la Banque de France, la CPR qui fait partie de la Banque de France, l'ESMA, les abonnés. Je rentrerai un tout petit peu dans le détail tout en restant macro par la suite. Mais l'idée, c'est de montrer aussi que ce système Rosa, effectivement, il y a la partie extranet avec des utilisateurs, des milliers d'utilisateurs, mais on a aussi pas mal, énormément de flux et on interagit avec l'extérieur et en interne à l'AMF. Enfin, il y a le site internet GICO que tout le monde connaît, qui est un site grand public avant tout. C'est une des missions de l'AMF, la protection de l'épargnant et du coup donner de la visibilité sur la gestion d'actifs, mais aussi le site internet est beaucoup consulté par les dépositaires, par les sociétés de gestion elles-mêmes, qu'elles soient françaises ou étrangères. Énormément de conseillers en investissement financier, les CIF, consultent aussi le site internet. Je passe à la slide suivante, vous présenter, et sans vraiment rentrer dans le détail parce que c'est impossible, mais ça va vous permettre de donner un peu contextualiser toujours le système Rosa. Sur le volet extranet, comme je le rappelais tout à l'heure, on a grosso modo 5 briques. La première, elle est dédiée au sein de chaque acteur externe, c'est-à-dire, je prends l'exemple d'une société de gestion, on a quelques utilisateurs qu'on appelle les administrateurs au sein de la société de gestion qui sont habilités à administrer les utilisateurs des collaborateurs de la société de gestion ou des collaborateurs, entre guillemets, c'est-à-dire les personnes qui travaillent pour la société de gestion. Ça peut être des cabinets de conseil, des cabinets d'avocats, etc. Sur ce volet-là, c'est-à-dire à chaque fois que vous constatez que vous n'arrivez pas à faire quelque chose, c'est peut-être votre administrateur en premier lieu à qui s'adresser pour vous assurer des accès. Ensuite, on a deux volets, c'est-à-dire les extranets quand ils arrivent sur, les utilisateurs quand ils arrivent sur notre extranet. C'est principalement quand on met à jour les informations ou les données, c'est sur deux volets. La première, ce qu'on appelle les demandes d'autorisation, c'est-à-dire dans ce cas-là, ce sont les données soumises à approbation de l'AMF. Un agrément produit, effectivement, on va créer un dossier, c'est-à-dire on va mettre à jour des données, mais elles sont soumises à approbation. Et on a d'autre part les déclarations, c'est-à-dire les extranautes viennent pour mettre à jour leurs données au fur et à mesure sans qu'il y ait une approbation côté AMF. Un volet dépôt de documents au fil de l'eau, que ce soit sur la vie d'un fonds, sur la société, etc. Et un dernier volet sur l'extranet très important qui est ce qu'on appelle la gestion de campagne. À titre d'exemple, on a les FRARAC que tout le monde connaît, mais on a aussi beaucoup d'autres campagnes de collecte de données, qu'elles soient régulières, c'est-à-dire connues d'avance, ou parfois aussi ad hoc. Voilà sur ce premier volet qui est l'extranet, qui aujourd'hui a fait l'objet des travaux et dont la mise en service et principalement aujourd'hui les sollicitations tournent autour de l'utilisation de l'extranet. Côté intranet, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'est notre type de travail pour bon nombre de collaborateurs à l'AMF. C'est un peu le miroir qu'on a vis-à-vis de l'extranet, c'est-à-dire on gère les utilisateurs internes. C'est à partir de l'intranet qu'on effectue nos différentes communications sur l'extranet. Et au sein de l'intranet, on a le cœur du système, le cœur de réacteur qui va être notre référentiel, qu'il soit, j'allais dire, quel que ce soit sur les entités régulées, les fonds ou les données de façon large. Enfin, sur la partie flux, et ça, je vais insister un tout petit peu parce que on a ouvert le service effectivement sur Rosa Produit le 28 mars, mais Rosa Produit continue. On va encore délivrer des ponts sur le volet flux qui vont arriver d'ici l'été. Certains sont fonctionnels. À titre d'exemple, il y en a quelques-uns qui sont vitaux aujourd'hui et ils sont d'ores et déjà en production. Euroclear avec la codification des ISIN, l'INSEE avec la codification des LUI. Nous échangeons de façon hebdomadaire, nous transmettons des informations à la Banque de France, que ce soit sur les tiers, sur les fonds, leur VL, pour le registre OPC à la Banque de France, chose qui existait déjà avant avec, et qui est arrivée avec la mise en production, la deuxième mise en production de Rosa. C'est un flux qui nous vient de la CPR et qui permet de mettre à jour les données PSI dans Rosa.
À côté de ça, effectivement, cela va de soi avec l'ESMA. Nous avons énormément d'échanges. Les premiers échanges que nous avons avec l'ESMA concernent l'alimentation des registres ESMA. On peut citer le flux entité autorisée via ce qu'on appelle le flux omnibus. Nous avons aussi, nous alimentons aussi le flux FOND, le flux MMF avec les fonds monétaires. Et avec l'ESMA, nous jouons aussi le rôle de transmetteur, hein, excuse-moi l'expression, c'est-à-dire on reçoit les reportings typiquement AIFM et MMF que nous transmettons à l'ESMA et que nous rendons aux sociétés de gestion avec leur feedback ou à leur remettant. À côté de ça, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, on a quelques flux clés aussi. Évidemment, il y a le flux VL, hein, les valeurs liquidatives de flux documents pour la réception des prospectus et des DC, et des flux internes à l'AMF qui concernent d'autres directions, par exemple la direction data, où on alimente du coup un data lake de leur côté. Voilà sur la partie flux. Ce qu'il faut garder en tête, du coup, c'est que sur cette partie du flux, il y a certains flux qui sont déjà opérationnels et d'autres qui vont venir dans un avenir très proche. Et mon collègue Louis Bernet, tout à l'heure, entrera un peu plus dans le détail sur le flux reporting à IFM qui va entrer en service très bientôt. Enfin, le site internet GECO, on a prévu un focus particulier. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce flux-là, très important parce qu'il a une très forte visibilité vis-à-vis de l'extérieur, que ce soit vis-à-vis par rapport à la publication des données ou des documents. Voilà, sur cette partie-là, l'objectif, c'est de recontextualiser le système ROSA à ce jour. Dans la slide suivante, c'est l'objectif aussi de ce webinaire, c'est de vous donner une visibilité sur l'utilisation de ROSA, et effectivement principalement aujourd'hui sur l'utilisation de l'extranet depuis le 28 mars. Le succès est là, ça veut dire que l'utilisation est extrêmement forte. Les sollicitations aussi, comme le disait Didier tout à l'heure, nous avons un système du coup qui est atterri en production. Nous rentrons évidemment dans une phase de stabilisation. Ça veut dire qu'il y a pas mal de choses de régler. On prend note aussi des améliorations à apporter et c'est des choses qui vont arriver, qui vont être réalisées au fil de temps dans les mois à venir. Un élément important, ce sont les 1500 utilisateurs qui se sont déclarés. Nous attendions à ce chiffre-là et nous avons 3000 connexions, ce qui est pas mal de tout. Ça veut dire que, notre plateforme est opérationnelle et on le constate évidemment via le nombre de dossiers créés. On est à 420. Pour info, hein, ces données-là datent de jeudi dernier, hein, de 2 mai. On est à 420 dossiers, plus 1200 déclarations. Pour rappel, ce que je disais tout à l'heure, 420 dossiers, ça veut dire on est sur l'approbation, 1200 modifications, c'est-à-dire des personnes, des utilisateurs qui sont venus modifier les données sans que ça soit, sans qu'elles soient soumises à approbation côté AMF. Enfin, deux flux très importants qui sont le flux des VL liquidatives et le flux documents où on est sur des centaines de milliers de VL reçus depuis le 28 mars et avec 1732, enfin c'est un ordre de grandeur, ça continue, hein, c'est des flux quotidiens sur les documents. Voilà, en résumé sur cette partie-là, ce qu'il faut garder en tête, du coup on est sur un nombre de sollicitations important. Nous invitons vraiment dans la mesure de possible, en tout cas c'est notre canal nominal de sollicitation, ça reste toujours le lien qu'il y a en bas de l'extranet qui s'appelle Support Rosa. C'est vraiment par ce biais-là que nous répondons aux différentes sollicitations. Voilà sur cette première partie. Dans la deuxième partie, avec mon collègue Louis Bernet, nous allons vous adresser du coup les travaux que nous avons en ce moment. On va commencer avec les campagnes qui sont déjà planifiées. Tout à l'heure, je rappelais, hein, c'est qu'à travers l'extranet, pas forcément l'ensemble des sociétés de gestion parce qu'en fond, cela dépend du périmètre de la campagne de données en question. Mais d'ores et déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes sur trois campagnes qui ont été lancées la semaine dernière avec un atterrissage au fin de mois, au mi-juin
pour les FRARAC. 5 campagnes qui sont d'ores et déjà planifiées et qui commencent à partir de l'été et sur certains d'autres, une planification qui va venir. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur chacune de ces campagnes-là, une communication spécifique sera adressée. Voilà, sur ce volet-là. Et ce qu'on constate de toute façon, c'est que sur les campagnes, on est déjà rodé, entre guillemets, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas venu avec Rosa Produit les derniers temps. Ça fait déjà deux années, ou plutôt 3 années, que ce système-là est rodé. Alors, sur les nouveautés, on a tenu à souligner quand même trois choses qui sont arrivées dernièrement. Ce sont des éléments issus des différentes sollicitations. Le premier point, c'est qu'il se trouve que en ce moment, réglementairement, certaines sociétés sont amenées à nous déclarer tout ce qui est franchissement de seuil et prise de contrôle. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que dans ROSA, il n'a pas été prévu d'avoir une saisie des écrans de saisie de ces données-là. Ce qui a été fait, c'est que on a créé un type de document spécifique pour les franchissements de seuil et la prise de contrôle. Nous vous invitons surtout à bien spécifier ce type de document pour nous transmettre l'information avec une saisie libre dans le document. Voilà sur le premier point. Le deuxième point aussi a fait l'objet de pas mal de sollicitations. Il y a eu un arbitrage de notre côté qui concerne les autres FIA. Les commissaires aux comptes pour les autres FIA, certains ont des commissaires aux comptes qui ne sont pas référencés au sein de l'AMF. Aujourd'hui, il n'y a pas la possibilité d'avoir un champ de saisie libre pour dire mon commissaire aux comptes sur cette autre FIA, c'est un tel. Pour l'instant, on a rendu l'information non obligatoire et on travaille sur une évolution qui permet d'indiquer quand même le commissaire aux comptes, même s'il n'est pas référencé dans ROSA. Et le dernier point concerne les LUI, énormément de sollicitations aussi sur le sujet. Ce qu'on a fait dernièrement, c'est qu'on a envoyé à l'INSEE les informations concernant les fonds pour lesquels des sociétés de gestion ont demandé des codifications. Et à partir de cette semaine, c'est la bonne nouvelle, on va avoir une communication ou une transmission d'informations très régulière avec l'INSEE pour la codification à lui et ça ne devrait pas poser de problème. Toujours sur les travaux en cours, deux volets très importants. Tout à l'heure, j'ai cité le site internet GICO. Ce qui est vrai, c'est que depuis le 25 mars, du coup, le site actuel n'est plus alimenté, c'est-à-dire les données ont été figées pour une consultation sur ce qu'on a déjà jusqu'à fin mars, grosso modo. Beaucoup de travaux sont en cours pour un atterrissage pendant l'été. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. On est bien sensible que ce site-là est très fortement utilisé. On le voit dans le cadre des sollicitations et les différents canaux de communication, chose qui va venir très très vite, on espère, pendant l'été. Et enfin, sachez qu'il y a des travaux en cours qui permettent d'avoir un contournement pour diffuser quand même de l'information sur le site Open Data du gouvernement, data.gouv.fr. C'est le cas, par exemple, pour les sociétés de gestion agréées par l'AMF, qui est d'ores et déjà consultable. Enfin, on a eu pas mal de soucis, de problèmes liés à l'intégration des VL. Beaucoup de sociétés ou leurs remettants valorisateurs nous ont sollicité. On fera un focus plus particulier tout à l'heure sur ce sujet-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la semaine dernière, on est sur un train nominal. Ça veut dire qu'on arrive à intégrer les VL. L'ensemble, j'allais dire, des irritants qui étaient autour ont été réglés. On est en cours de stabilisation. N'hésitez pas à nous solliciter en cas de problème. Pour la partie suivante, je passe la main à mon collègue Louis Bernet sur la suite. Oui, merci Ismaël et bonjour à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet sur la partie AIF, AIFM, je voulais attirer votre attention sur la homepage, la page d'accueil. Quand vous êtes connecté, vous arrivez. On a pris le parti depuis la mise en production de Rosa de beaucoup plus communiquer sur les actualités. Avant, on l'utilisait principalement pour déclarer des indisponibilités le mercredi entre 12h et 14h.
Là, on va vraiment utiliser ce bloc-là pour tout ce qui est vraiment information importante qu'on veut communiquer. Les nouvelles fonctionnalités, on avait vu tout à l'heure l'exemple des franchissements de seuil, l'ajout, la suppression de la fiche tiers quand on avait eu un souci avec, ou les décalages des lancements de campagne. Bref, moi je vous invite à prendre l'habitude au moment où vous êtes connecté sur l'extranet de prendre 2 secondes juste pour regarder s'il n'y a pas une actualité qui pourrait vous concerner. Sachant que, je vais rebondir un petit peu sur ce que disait Ismaël juste avant, c'est que du fait de votre utilisation, on a un certain nombre de tickets qui sont générés, qui impliquent chez nous du dev, des configurations, des ajouts de fonctionnalités qu'on vous met à disposition et ça permet de conserver une espèce de petit cercle vertueux entre votre utilisation, les tickets que vous nous ouvrez, d'où l'importance vraiment de nous en ouvrir quand vous avez un souci et les évolutions qu'on peut ajouter au site et à l'outil par rapport à vos besoins. Donc très important la partie actualité, c'est vraiment quelque chose qu'on va utiliser de plus en plus fréquemment. Et on va partir maintenant sur la partie AIFM. Donc on a historiquement 2 façons de répondre à ces 2 reporting, que ce soit la partie fond ou la partie gestionnaire. On a une qui est faite par saisie manuelle, qui est par saisie manuelle, et une autre partie qui est faite par flux. Pour la partie saisie par IHM, formulaire directement dans l'extranet, ça va pas changer. Par contre, pour la partie flux, on a une migration sur la plateforme qui était précédemment utilisée, qui s'appelait Gateway, où on se connectait avec un identifiant et un mot de passe. Cette plateforme est devenue obsolète, donc on a une migration qui est faite pour l'ensemble des remises et pour l'ensemble des flux AIFM de l'AMF vers Secure Transport. Alors la différence, c'est qu'avant on utilisait un identifiant et un mot de passe, et que maintenant ça va être un identifiant et une clé SSH. C'est un renforcement de la sécurité, j'ai envie de dire, de communication entre l'extérieur et l'AMF. Par rapport à ça, qui dit migration de plateforme, il va y avoir évidemment des actions à réaliser côté société de gestion et côté AMF, des actions techniques, et on vous invite à le faire le plus rapidement possible, en sens où on a mis côté extranet une interface qui permet de venir déclarer ces certificats. J'ai regardé, il y a quand même déjà pas mal de sociétés qui l'ont fait, mais si on veut atteindre une migration cible en fin juin 2024, on n'est pas encore à 100% des sociétés de migrer. Petite remarque, alors précédemment sur GECO, on pouvait faire des remises donc par IHM, autrement dit par saisie manuelle, par flux et par dépose d'un fichier directement dans l'extranet. La dépose de fichier dans l'extranet, c'est quelque chose qui n'a pas été reconduit dans ROSA. C'est-à-dire que les personnes qui faisaient de la remise de fichiers vont devoir passer sur une méthodologie type flux. Un point important et qui a déjà généré pas mal de tickets de notre côté, et sur lequel je vais insister, c'est que pour chacune des sociétés qui doit faire une remise AIF et AIFM, on va avoir un couple d'identifiants et de clés SSH par type de remise et par société. Petit point aussi qui peut être important, lors de la soumission par flux, on ne peut pas faire de reprise ou de correction par l'extranet. Autrement dit, si je fais des remises par extranet, je pourrais corriger et continuer mes remises par extranet. Si je fais des remises par flux, alors je dois corriger ou continuer mes soumissions par flux. Chaque canal est totalement séparé. Par rapport aux fonctionnalités qui sont liées à la remise AIFM, sous questionnaire depuis l'extranet, on va retrouver prochainement 2 liens. Un qui va permettre de reprendre l'historique des reporting AIF et AIFM qui ont été soumis. C'est depuis ce premier encadré rouge que l'on va retrouver les CR de l'ESMA, ou les CR avec un problème d'acquisition. Et dans le deuxième lien sous questionnaire qui s'appelle Reporting et IFMD, c'est là où on va pouvoir saisir, à l'instar de ce qu'il y avait avant dans GECO, faire une nouvelle saisie gestionnaire ou faire une nouvelle saisie produit. Dans tous les cas, on va devoir sélectionner la période de remise, l'année de la remise, et on aura toujours la possibilité de récupérer une copie d'une précédente remise. Mais
d'une précédente remise qui aura été faite à travers Rosa. La remise AIFM qui aura été faite en 2022 sur GECO ne sera pas disponible ici. Ce sera uniquement les remises faites dans Rosa. Donc là, on est sur la partie saisie par l'extranet. Pour la partie flux, alors là, j'ai eu beaucoup de questions, on a eu beaucoup de questions sur les tickets. Il y a 2 points à voir. La première, c'est qui sont les utilisateurs de ma société qui vont pouvoir déclarer des contacts techniques. Donc ça, un administrateur de la société depuis l'extranet sélectionne un de ses utilisateurs déjà existants ou en crée des nouveaux. Typiquement, là, je suis connecté sur mon compte et je vois que dans l'encadré de droite, j'ai la liste des flux administrables par l'utilisateur. Autrement dit, moi, quand je serai connecté avec mon compte sur l'extranet, je pourrais venir ici déclarer des flux et des contacts techniques AIF et AIFM. On peut avoir autant d'administrateurs de flux AIF, AIFM qu'on souhaite, et on peut avoir une équipe qui est dédiée à la partie AIF et une autre équipe qui est gérée à la partie AIFM. Une fois que moi, en tant que Louis Bernet, je suis connecté à l'extranet et que mon administrateur m'a donné les droits AIF, AIFM, je peux alors aller sur l'interface de gestion des remettants et venir déclarer dans le premier écran les contacts techniques, autrement dit la personne que l'AMF contactera pour vérifier le bon fonctionnement des échanges entre la société et l'AMF. Et c'est là aussi où je vais venir déclarer le type de remise, les IP que je souhaite autoriser, un petit peu comme on avait avant, et pouvoir venir déposer la clé SSH qui permet de me connecter. Juste à droite de la clé SSH, je retrouve mes identifiants de connexion qui seront les informations qui permettront de me connecter et de faire mes remises. Petite remarque sur la clé SSH, j'ai vu quelques demandes qui avaient été soumises par les sociétés en nous envoyant des formats soit images, soit texte qui n'étaient pas forcément corrects. Donc, je précise ici que c'est vraiment la clé SSH brute qui est attendue. Une fois que j'ai déclaré pour ma société les contacts techniques ainsi que les différentes informations qui vont me permettre de me connecter à l'AMF, je clique sur envoyer. Et là, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a un ticket qui est créé automatiquement à l'équipe en charge de vérifier avec vous le bon fonctionnement, la bonne ouverture des IP et que la clé est correcte. Et là, c'est un contact entre des techniciens AMF et les contacts techniques qui ont été déclarés sur cette page-là. Il y a un échange qui se crée qui permet de tester que tout fonctionne bien et de pouvoir valider avec vous que vous pourrez faire vos remises. Petite remarque, sur cette page de gestion de mes remettants, il y a 2 guides. Un qui permet d'expliquer comment créer une clé SSH, que je sois sous Mac, que je sois sous Linux, que je sois sous Windows, peu importe. Et un deuxième guide remettant qui va bien expliquer comment se connecter, quel est le format des fichiers, quel est le nommage des fichiers qui est attendu du fait de cette migration et qui va surtout, et là j'insiste, bien préciser que si avant je faisais des remises par dépôt de fichiers, donc autrement dit j'envoyais depuis l'extranet un fichier zip qui était soumis, maintenant je vais devoir passer par flux, autrement dit créer une clé SSH, déclarer mes IP et rentrer vraiment dans le même schéma que les remettants par flux identifiés actuels. Avant d'aller sur le slide suivant, alors ça peut être très très simple comme opération si je reste par IHM. Ça peut être un petit peu plus compliqué pour des personnes qui faisaient de la dépose par fichier parce que c'est un petit peu plus technique. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter sur la partie ticketing ou si vous avez besoin d'informations, vous ne savez pas quoi faire, écoutez, c'est simple, vous nous posez la question et il y a de grandes chances que ces tickets arrivent pas loin de moi. Pour pouvoir suivre un petit peu cette migration, on va commencer, alors pas cette semaine, mais plutôt la semaine prochaine, à faire une grande campagne de communication pour prévenir que
les reporting à IFM, la méthodologie va changer. Bref, vous rappelez les objectifs et les pourquoi et les comment on pourrait y arriver. Ce qui fait que cette campagne va être faite, une campagne emailing, hein, va être faite à l'ensemble des administrateurs des SDG parce que c'est eux qui peuvent gérer les utilisateurs, qu'on va prévenir dans cette même campagne tous les RCCI et qu'on va aussi récupérer, et ça c'est vrai pour les sociétés qui passent par des prestataires pour gérer ces remises, on va aussi contacter les remettants des sociétés de gestion. Néanmoins, par rapport à ces remettants, la société qui se débrouille toute seule pour faire ses remises par flux, ce sera le contact technique de la société, ce sera très bien. Par contre, pour les sociétés qui passent par des prestataires, je vous invite quand même bien à rentrer en contact avec eux pour les prévenir cette migration. J'ai déjà eu pas mal de contacts avec des gros remettants, hein, donc on peut organiser des calls dédiés pour leur expliquer, mais surtout penser à les prévenir des fois qu'on n'ait pas forcément leur contact mis à jour de notre côté. Pour les remises par IHM, bon bah là ça concernait 350 sociétés jusqu'à GECO. Donc là il n'y a pas de grand changement, hein, ce sera toujours accessible depuis l'extranet. Pour les remises par flux, là ça concerne 128 sociétés de gestion. Va y avoir un petit peu de travail à faire ensemble, mais bon, tout est expliqué dans les guides. Et pour les déposes de doc, déposes par fichier, j'insiste toujours lourdement, ce sera désormais comme des remises par flux. Et j'en ai fini pour la partie. Voilà. Alors, merci Louis, je pense que tu n'as pas vraiment complètement fini parce que voilà, on va prendre les questions maintenant et il y a beaucoup de questions qui concernent le reporting et IFM. En fait, la majorité des questions, c'est assez normal vu que la présentation portée là-dessus était sur ce sujet-là. J'ai peut-être commencé par prendre une première question, alors qui est plus une question juridique d'ailleurs qu'une question technique, hein, puisque voilà, on a une société de gestion qui, si je ne m'abuse, est une SGP européenne qui gère des fonds français, qui dit qu'elle n'a pas accès au menu de déclaration des reporting IFM. Alors c'est assez normal puisque une société de gestion étrangère qui gère en passeport des fonds français doit faire ses reporting IFM à son autorité de tutelle nationale et pas à l'autorité de régulation du fonds. C'est comme ça que la directive IFM est conçue, ce qui nous amène nous à recevoir des reporting IFM sur des fonds de droit étranger qui sont gérés en passeport par des sociétés de gestion françaises. Mais en tout cas, là pour le coup, c'est pas un bug, c'est bien la transcription du périmètre de déclaration prévu par IFM. Donc sur IFM, Louis, je me tourne vers toi, on a beaucoup de questions, alors je vais essayer de les prendre un petit peu dans l'ordre, hein, savoir si peut-être repréciser le calendrier de migration, savoir quelles sont les déclarations qui continuent à se faire dans GECO et quand est-ce qu'on bascule dans ROSA. On a également beaucoup de questions, voire d'inquiétudes sur la bascule en fait de la possibilité qui était laissée précédemment de faire des déposes de fichiers vers le flux. Est-ce qu'on a un pas à pas disponible, une présentation qui viendrait expliquer à une société qui jusqu'à présent faisait des dépôts de fichiers, comment passer à un dépôt via flux, et la possibilité pour ceux qui faisaient des dépôts de fichiers de basculer plutôt sur un mode de dépôt en IHM, c'est-à-dire en interface homme-machine, en dépôt manuel. On a également des questions plus techniques sur la nécessité de disposer, de savoir quels sont les identifiants de connexion à IFM pour les sociétés qui souhaiteraient déposer par flux. Est-ce qu'il leur faut un user technique? Est-ce que c'est un user différent de leur user IFM? Des questions sur les FIA légers, savoir si ça suit la même procédure ou s'il y a une procédure différente. Et on a une question d'un administrateur de flux AIF qui n'a pas accès à la gestion de ses certificats. C'est une question un petit peu plus précise. Si on peut peut-être commencer par les plus génériques. Et puis une dernière, savoir s'il y a des nouveaux champs à cette occasion-là, s'il y a des champs qui ont été rajoutés. Alors il y aura des nouveaux champs à un moment, mais c'est plus lié aux évolutions des textes, directives IFM, etc., que migration technique elle-même, où là il s'agit de migrer la technique et pas de modifier le reporting IFM en tant que tel.Louis, peut-être en commençant par le calendrier, ou Ismaël. Oui, alors effectivement, énormément de questions, c'est tout à fait normal, hein, parce que le reporting IFM, c'est un des gros flux qu'on a. Hein, tout à l'heure, je rappelais sur la partie flux et les échanges avec l'ESMA. Effectivement, il y a la partie MMF qui marche déjà aujourd'hui. Normalement, il n'y a pas beaucoup d'impact et on n'en parle pas, mais
On n'en a pas parlé, mais on a commencé déjà une migration et qui se passe bien sur la partie sur les fonds monétaires. Sur la partie IFM, effectivement, pour le calendrier, on attend un atterrissage effectivement pour le mois de juillet. Ça veut dire que les campagnes comme, j'allais dire pour ce trimestriel, la campagne du mois de juillet sur le T2, le deuxième trimestre, on devrait la faire dans Rosa. Ça, c'est vraiment l'élément clé, raison pour laquelle on va mettre, excuse-moi l'expression, le paquet, c'est-à-dire nous sommes tous mobilisés et nous attendons aussi une mobilisation côté société de gestion ou leurs remettants techniques. Il y en a beaucoup qui passent aussi par des remettants techniques pour que cette migration-là s'effectue dans les règles de l'art. On a une double migration, pour rappel, comme le disait Louis tout à l'heure. On a une migration parce qu'on passe de l'ancien système qui est Bio2, GECO à Rosa, et une deuxième migration parce qu'on utilisait une plateforme technique qui s'appelait la Gateway avec une technologie qui s'appelle Xway, et on part sur une technologie qui s'appelle ST. Je laisserai lui détailler dans ce sens. Sur les questions concernant le périmètre proprement dit, il n'y a rien qui change par rapport à avant. C'est-à-dire, il n'y a pas de nouvelles questions, il n'y a pas de nouvelles fréquences, etc. On est stricto sensu par rapport à ce que prévoit déjà la directive AIFM. Il n'y a pas de nouveauté dans ce sens-là. On est vraiment sur une migration de l'outillage, c'est-à-dire on passe de GECO vers Rosa d'une part et de la Gateway vers ST d'autre part. Je laisse du coup lui sur la partie détailler un peu plus la partie technique qui est essentielle pour le bon déroulement de la migration. Alors déjà par rapport à la première question que j'ai notée sur le pas à pas de la dépose par flux ou par flux. Alors oui, c'est dans les deux guides qui sont indiqués sur précédemment. D'ailleurs, je vais vous remontrer ça sur la page de Jérémy Hermétan. J'ai un guide qui me permet de me connecter en client FTP et un guide qui me permet spécifiquement de créer ma clé SSH. Pour là où les personnes qui ont posé la question, je vous invite évidemment à regarder ces deux guides. Si vous avez, et ça c'est quelque chose que je vais dire à peu près pour chacun des points, parce que la migration est quand même importante, n'hésitez pas à nous faire des tickets. Peut-être que le guide n'est pas tout à fait assez clair, peut-être que le guide n'est pas tout à fait, bon, j'en sais rien. Moi, il me paraît très très clair, mais peut-être qu'il y a des manques. Donc, il ne faut pas hésiter à nous le remonter. Et si vous avez besoin d'assistance, ce qui est compréhensible, contactez-nous tout simplement par ticket depuis l'extranet. Je crois qu'on a eu la question. Lui, juste parce que j'ai vu une question, effectivement, c'est essentiel. Il y a une personne qui a fait la remarque qu'il n'y avait pas une entrée pour créer un ticket sur Reporting IFM. Normalement, il existe. S'il n'existe pas, on devrait le créer. Mais effectivement, le canal privilégié toujours pour nous solliciter, c'est toujours Support Rosa. Et sur cette partie-là, on va veiller à ce que cette entrée-là soit existante. Et la brique existe bien puisqu'on en reçoit déjà des tickets. Ah bah très bien. Mais alors peut-être qu'elle Ça répond à la question. Ouais. Je reviens à une question du passage. Avant, je faisais du flux et maintenant, je souhaite passer par IHM. Oui, rien n'empêche de passer de l'un à l'autre et rien n'empêche non plus de passer d'une saisie manuelle à une saisie par flux. Concernant les identifiants, alors là, je suis sur le bon slide. Je pense pas que je puisse zoomer un petit peu plus, mais en fait, dès lors que vous remplissez cet IHM de gestion de mes remettants, l'identifiant est automatiquement créé par le formulaire. Tout ce que vous avez à choisir et à sélectionner, c'est le type de remise, les IP à partir desquels les flux seront envoyés et nous fournir une clé publique. Donc là, ce couple identifiant de connexion qui est créé par le formulaire, donc qui n'est pas à votre main, et la clé SSH, c'est ce qui vous permettra de vous connecter. Pour la personne, pour le message qui nous disait que vous n'aviez pas accès à Jérémy Hermétan. Alors ça, c'est une interface qui se trouve sous le menu administration. Si vous n'avez pas les droits d'administration des utilisateurs ou de modification des utilisateurs, vous ne pourrez pas avoir cette interface-là. Je crois qu'il y avait une question sur les FIA allégés. Et je vais laisser Ismaël répondre.
Oui, c'est le périmètre, hein. C'est-à-dire de toute façon, le périmètre, sachez-le, qu'il ne change pas par rapport à l'existant. C'est-à-dire on est vraiment sur la réglementation de la directive AIFM, tout ce qui est au-dessus du seuil, sous les seuils annuels, quelle que soit la fréquence en fonction de la typologie des fonds du FIA et de son actif. Ça, de ce côté-là, ça change pas du tout. Et le but de remettant il précise bien ces éléments fonctionnels. Et je crois que ça fait le tour. Merci Ismaël, merci Louis, ça fait le tour des questions sur IFM. Alors on a dans les autres typologies de questions, juste pour vous donner une idée, on a beaucoup de questions sur GECO. Je crois qu'Ismaël y a déjà partiellement répondu, mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui les fonctionnalités de GECO sont pas disponibles. On est plutôt sur une date d'atterrissage pour une réouverture on va dire, d'une nouvelle version du site, hein, puisque ça n'aura pas tout à fait le même look que ce que vous avez l'habitude de voir depuis maintenant plusieurs années pour cet été. Je dirais dans l'intervalle, évidemment, le nouveau site sera alimenté de l'ensemble des historiques, hein, y compris tout ce qui est valeur liquidative et modifications intervenues depuis le 25 mars. À aujourd'hui, vous pouvez consulter donc la liste des sociétés de gestion avec leurs agréments sur le site data.gouv en open data. C'est mis à jour quotidiennement, enfin, chaque fois qu'il y a une modification. Donc, ce sont des données qui sont à jour et qui continueront d'ailleurs d'être diffusées sous ce canal-là en parallèle des consultations possibles dans la future base GECO. Pour ce qui est des anciens historiques, vous avez toujours accès à l'ancienne base avec les informations certes qui sont figées au 25 mars, dans lequel vous n'avez pas les fonds alimentés depuis cette date-là. Et comme l'indiquait Ismaël, on est en train de travailler à une solution temporaire qui permettrait quand même de mettre à disposition la liste des VL, et la liste des fonds agréés, l'ensemble de la communauté, sans être obligé de renvoyer tout le monde vers les data centers des sociétés de gestion en question ou sur des données commerciales qui elles continuent à être alimentées. Voilà, on a bien conscience que ça perturbe un petit peu, mais c'est dans le reste à faire notre objectif prioritaire. Dans les typologies de questions, on a, deux grandes familles de questions. Alors, il y a des questions sur ce que j'appellerais sur l'utilisation. Donc là, il y a un inventaire un peu à la Prévert de questions sur tout un tas de choses. On les prendra, je pense, peut-être après la présentation de Magali qui va revenir sur certains de ces points. On a des questions un petit peu plus générique sur les modalités d'assistance. C'est est-ce que par exemple il y aurait un téléphone ou des mails à utiliser en plus du contact support Rosa via l'outil de ticketing. C'est est-ce que lorsqu'on publie des actualités sur Rosa, est-ce qu'il y a une possibilité de prévoir des emails push. Je crois que c'est pas prévu aujourd'hui, mais c'est pour notifier les utilisateurs. Et quelles sont les assistances qui sont disponibles justement sur le reporting AIFM qui a été évoqué tout à l'heure. Qui veut prendre ces questions-là? Bonjour à tous. Donc sur les questions support, vous avez un bouton qui est dédié en bas de l'écran de votre extranet, support Rosa, qui permet de prendre attache avec l'AMF, notamment avec nous, avec moi et ma collègue Sandrine. Alors en ce moment, je vous cacherai pas qu'on a quand même pas mal de questions et qu'on n'est peut-être pas aussi réactif qu'on a pu l'être dans le passé, mais on essaye de gérer au maximum les tickets. On essaye de faire des Teams avec les sociétés de gestion en cas de besoin. Donc surtout, n'hésitez pas à nous contacter via le petit bouton support Rosa en bas de votre écran et on vous répond normalement dans la journée, voire dans les 48 heures après votre ticket. Mais surtout, n'hésitez surtout pas à nous contacter sans aucun problème. Okay, on va peut-être prendre deux dernières questions, toujours sur le reporting IFM, donc on va y revenir, désolé, mais question à laquelle on n'a pas répondu, c'est de savoir s'il y a un environnement test qui est prévu sous Rosa pour tester les nouvelles modalités de reporting IFM et de savoir s'il est possible de mettre à disposition des sociétés de gestion un template Excel qui pourrait leur permettre, en interne, de remplir pour une saisie ultérieure. Sur les deux, je prends les deux réponses. Oui, sur un environnement test, effectivement, c'est prévu. Hein. On a ce qu'on appelle nous un environnement d'homologation. C'est quelque chose qui existait déjà avec l'ancien système et qui va perdurer. En général, quand on a principalement de machine à machine, il est tout à fait logique du coup que les informaticiens testent leur flux pour s'assurer qu'il est
et qu'il est conforme. Et j'ai oublié la deuxième question, Didier, pardon. Alors, c'est possibilité de mettre à disposition un fichier Excel. Ah, alors, le fichier Excel le plus communément partagé, de toute façon, ce sont les guidelines CESMA. Ce qu'on pourrait rappeler peut-être, c'est le mettre en même temps que le guide de déclarant sur le reporting AIFM. Il est extrêmement explicite. Nous, il nous sert d'ailleurs même pour les techniciens, les informaticiens, mais il sert avant tout au métier. On va veiller du coup à accompagner notre guide de déclarant avec ce fichier. Alors ça c'est vrai pour la partie remise par flux. Par contre, on peut aussi se poser la question d'avoir un template Excel par rapport au formulaire. C'est le truc. Et par rapport à la question posée tout à l'heure sur le support, bah, j'insiste, hein, contactez-nous sur les tickets avec la brique dédiée pour la partie AIFM, et que ce soit pour des questions de date, de remise par flux, d'accès à la partie gestion de mes remettants, bon bref, tout ce qui tourne autour du microcosme AIF, AIFM, même s'il n'est pas si micro que ça, bah, n'hésitez surtout pas, il y a 99% de chances que ce soit Magali et moi qui répondions à la question. Voilà, merci Louis. Je crois qu'on va s'arrêter là pour tout de suite. On a une dernière petite question, mais qui est, est-ce que c'est possible d'avoir le support Rosa au téléphone? Alors, on se permet d'insister sur l'utilisation de l'outil ticketing parce qu'il nous permet, ça nous permet de gérer les priorités, éventuellement de rediriger les tickets vers les bonnes personnes. Hein. C'est pas les mêmes personnes qui vont répondre s'il s'agit d'un problème de prise en main de l'outil, d'un problème de droit d'accès ou d'un problème qui est plus du domaine d'un problème technique, voire d'un bug. Par contre, évidemment, si jamais ça le mérite, c'est le support qui vous rappellera pour échanger sur votre incident. Donc oui, il est possible d'avoir le support technique au téléphone, mais rentrez, s'il vous plaît, par la porte d'entrée, c'est l'outil de ticketing. Voilà, on a encore beaucoup de questions, je ne vous cache pas, et vous le savez si vous en avez posé, on est loin d'avoir répondu, notamment à toutes les questions que j'appellerais des questions d'utilisation de l'outil. On les prendra après la session de Magali, donc à la fin, qui répondra, j'espère, à certaines de vos interrogations. Et donc, sans transition, je passe la parole à Magali sur la troisième partie de cette présentation. Donc, je reviens vers vous concernant une problématique. On revient en principe sur les principales problématiques rencontrées, notamment la gestion des acteurs. Dans le cas d'une création d'un produit, vous avez au niveau tête uniquement l'acteur société de gestion qui est renseigné. Toutes les informations relatives aux autres acteurs, que ce soit commissaire aux comptes, dépositaire, conservateur, vous devez passer par le niveau compartiment fonds. Concernant les acteurs principaux, vous commencez par choisir le rôle, c'est-à-dire dépositaire, commissaire aux comptes. Ensuite, il faut absolument aller faire un clic sur le premier bouton sauvegarder, ce qui va permettre d'afficher la liste des acteurs principaux, et après, au niveau du tiers, aller sélectionner le tiers choisi. Vous refaites ensuite une sauvegarde pour sauvegarder le tiers et le rôle qui sont liés. Concernant les dates de début de validité des acteurs, lors de la création d'un produit, il faut que la date de début de validité de l'acteur soit égale à la date de la création du projet. C'est Rosa qui mettra à jour cette date une fois que l'agrément aura été donné lors de la validation du dossier par le comité. Dans le cas où vous renseignez une date différente de la date du début du projet, votre projet ne pourra pas être soumis, vous aurez des messages d'erreur. Concernant la saisie des remettants VL et notices, donc les envois par flux, alors, par rapport à GECO, c'est une information qui est à la main et de la responsabilité des sociétés de gestion. C'est plus l'AMF qui met à jour les remettants. Pour cela, il faut passer par l'activité tiers et aller choisir dans le menu déclaration autres caractéristiques. Après, vous avez un parcours à respecter. Pour ce faire, vous avez un petit guide qui est à votre disposition dans la partie procédure produit qui est en petite icône en bas de votre écran, juste à côté de celui qui s'appelle support Rosa. Alors, la différence par rapport à GECO, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un nombre de remettants qui est illimité, donc vous pouvez en choisir un nombre indéfini. Par contre, il faut bien veiller également à supprimer les remettants qui sont inactifs. L'AMF ne prend plus en charge cette fonctionnalité. Concernant les données obligatoires, alors là, pardon, excusez-moi.
Rosa, avec leur sortie de Rosa, il y a un certain nombre de données obligatoires qui sont à saisir avant toute action. Les principales informations sont les données relatives aux données extra-financières et à l'indicateur de référence. Nous, on vous invite dans un premier temps à faire les mises à jour de toutes les données de tous vos produits avant de pouvoir faire n'importe quelconque dossier sur les produits en cours. Sinon, ça va vous poser de vraies problématiques dans la validation de vos projets. Notamment sur les structures compartimentées. Pour l'avoir vécu dans les semaines précédentes, il faut absolument pouvoir faire les mises à jour de l'ensemble des compartiments et de l'ensemble des parts avec les données obligatoires avant de soumettre un projet pour la création d'un nouveau compartiment. Sinon, ça va vous poser d'énormes problématiques et on va tourner en rond, et vous et moi. Concernant les attestations de dépôt des fonds, pour les produits créés dans Rosa, les fonds déclaratifs arrivent avec un statut déclaré, c'est-à-dire que quand vous recevez une attestation de dépôt, vous avez la possibilité d'aller déposer votre attestation de dépôt et de renseigner cette date. Alors, c'est quelque chose qui est valable uniquement, j'insiste bien, pour les produits qui ont été déclarés dans Rosa. Pour tous les produits qui sont migrés mes produits déclarés migrés de GECO, ces fonds-là ont un statut vivant arrivé dans Rosa. Donc, le process de dépôt d'attestation de dépôt n'est pas possible à votre niveau. Dans ce cas-là, vous devez nous adresser l'attestation de dépôt via un ticket au support, et c'est l'AMF qui se chargera de déposer les documents à votre place. Concernant la visibilité des parts, je vais laisser Ismaël prendre la parole. Oui, merci Magali. Oui, effectivement, je vais essayer de préciser un élément clé dans le système Rosa. C'est ce qu'on appelle la gestion à date d'effet ou la gestion de la validité. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Rosa, à chaque fois qu'on saisit une donnée, Rosa, quasi systématiquement, on n'est pas à 100%, mais vraiment quasi systématiquement, demande une date d'effet ou une date de validité de la donnée. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. D'ailleurs, au niveau de l'extranet, vous le voyez bien que ce qu'on appelle les parcours, au niveau des écrans de saisie, à chaque fois que vous venez pour modifier une donnée, une des premières choses qui est demandée, c'est de dire quelle est la date d'effet. C'est-à-dire à partir de quelle date cette information prend de la valeur ou elle est valide. À date aujourd'hui, effectivement, c'est que on prend l'exemple et cette slide-là, on vous fait ce retour d'expérience-là parce qu'on a énormément de retours sur ce sujet. Parce que quand on saisit une part avec une date d'effet future, par exemple au 15 mai, ben c'est seulement au 15 mai que cette donnée va être visible par l'utilisateur. En l'état actuel des choses, c'est comme ça que ça se passe. Ce qu'on est en train de voir, c'est une évolution qu'on a accéléré sa réalisation ces derniers temps et elle devrait arriver dans les 10 prochains jours, enfin avec les jours fériés, tout ça, ça devrait arriver fin de la semaine prochaine. C'est de vous permettre de naviguer dans le temps, c'est-à-dire si je prends un fonds pour lequel j'ai déclaré une part le 15 mai, bah, je pourrais me placer dans le futur, au 15 mai, pour visualiser du coup cette part. Sinon, ce que vous voyez toujours au niveau de l'extranet en consultant vos données, bah, ce sont les données valides à date. Ça, c'est une fonctionnalité qui devrait arriver très, très vite. Voilà sur ce point-là. Le deuxième point, c'est un peu une redite, mais néanmoins, c'est important de quand même le redire. C'est qu'on a eu pas mal c'est un très bon retour d'expérience sur l'acquisition des valeurs liquidatives. On a eu pas mal de retours de votre côté sur un message d'erreur. Malgré le fait que le flux était intégré, bah, les remettants des sociétés de gestion sur la partie VL recevaient quand même un message boîte mail pleine parce qu'on acquiert les VL par mail. Ce problème-là a été résolu, il est derrière nous. Le deuxième point, comme on l'a dit au départ, c'est que l'acquisition de VL
elle se fait H24, hein, tout le temps. Et les premiers temps, on a eu quelques problèmes et on était obligé d'intégrer les VL que le soir. Ces choses, depuis le 30 avril, ces choses faites, c'est-à-dire le correctif a été apporté. Nous sommes en phase de stabilisation. Normalement, il n'y a plus de problème. Et encore une fois, à chaque problème, c'est toujours support rosa en bas de page, pardon, excusez-moi, en bas de page de l'extranet. Voilà, sur l'acquisition de VN, normalement, 100% des problèmes sont derrière nous et on devrait être sur une phase de stabilisation et on clora le sujet très vite, on l'espère. Enfin, un dernier petit rappel, on vous a mis à disposition un certain nombre de pas à pas avec des copies d'écran qui peuvent vous aider dans la saisie de vos demandes. Alors, ces petits pas à pas sont disponibles soit dans les intentions, à chaque intention, comme agréer un produit, vous avez différents pas à pas qui ont été mis à disposition. Et sinon, vous avez toute une bibliothèque de pas à pas en bas de votre écran, dans le petit onglet qui s'appelle Procédure produit, où là, vous avez tous les pas à pas repris qui peuvent vous aider à la saisie de vos dossiers. Voilà, sinon, maintenant, nous arrivons à la partie questions. On va peut-être commencer par les questions qui ont trait au sujet, qui ont été abordés en dernier, notamment ceux concernant les valeurs liquidatives. On a une question précise, une utilisateur qui souhaite savoir si les administrateurs de fonds peuvent continuer comme précédemment à publier les valeurs liquidatives pour le compte de société de gestion. Est-ce que la question porte sur l'extranet ou via le flux ou pas du tout, ou on n'a pas de précision? Elle n'est pas précise, mais d'accord, on va répondre sur les deux alors. Alors normalement, effectivement, c'est exactement stricte sensu en termes de fonctionnalité par rapport à ce qu'on a avant. On a deux canaux d'acquisition des valeurs liquidatives, hein. Le plus gros, effectivement, c'est via le flux, c'est-à-dire c'est automatisé avec le remettant. Ça ne change pas. Et comme le précisait Magali tout à l'heure, le fait de déclarer ces remettants via l'extranet, nous, effectivement, on fait toujours une vérification qu'on a bien l'information des remettants de la société de gestion déclarés par la société de gestion. Et sur la partie flux, ça ne change pas. Pardon. Sur le volet extranet, on a des droits spécifiques sur ces écrans-là. Il se fait à l'administrateur de donner le droit spécifique à un collaborateur de la société de gestion ou un tiers qui intervient pour la société de gestion pour déclarer les VL. Voilà la réponse. Ok, merci. Alors, on a maintenant pas mal on va prendre des questions sur l'utilisation de VL. On a deux questions qui ont trait en fait au même sujet, à savoir la notification des dissolutions, pour savoir comment notifier une dissolution par rachat total des parts. À quel endroit est-ce que ça doit être fait? Alors, de mémoire, c'est dans modifier, liquider une part sans porteur. Il faut utiliser cette notion pour faire une dissolution suite à rachat total de parts. D'accord, merci Magali. Ensuite, dans les questions que je qualifierais d'utilisation, on a une société de gestion qui a des fonds de titrisation et qui ne trouve pas les dépositaires des fonds de titrisation dans la liste des dépositaires. Elle veut savoir s'il y a une évolution qui est prévue et comment faire pour déclarer son fonds. Alors, je vais peut-être pas avoir exactement la bonne réponse. Ce qui est sûr, c'est qu'on en a parlé dans l'équipe il n'y a pas très très longtemps. Pour être honnête, le fin mot de l'histoire, je l'ai plus. Ce qui est sûr, c'est que du coup, le sujet est pris en compte et on pourra communiquer très vite du coup sur ce sujet-là. Ce qui est certain, c'est que ah oui, pardon, excusez-moi, ça me revient maintenant que j'en parle. Tant mieux. Effectivement, au fait, sur les dépositaires, on est sur des dépositaires spécifiques. Ce qui a été fait dernièrement, c'est que ces dépositaires-là ont été intégrés et vous allez pouvoir les sélectionner le moment dans l'écran de saisie. Pour rappel, hein, les dépositaires, c'est des psys. Aujourd'hui, on les a à travers le flux de la CPR. Et sur cette population-là, de mémoire, ils sont 3. On les a rajoutés en tant que dépositaires. Ces psys-là, en tant que dépositaires, ils sont saisissables.
Bien, merci beaucoup Ismaël. Ensuite, on a des questions sur le dépôt des annexes SFDR, savoir si à quel endroit et sous quelle modalité est-ce que ça doit être fait. Oui. Ouais, ça, c'est comme pour les franchissements de seuil, c'est une dépose de documents rapides qui va être mise en prod la semaine prochaine. Et il y aura une communication qui sera faite dans la partie actualité. Ok, merci, bon timing. On a ensuite une question sur, alors c'est plus sur l'utilisation de l'outil, c'est la possibilité ou pas, dans les droits attribuables aux différents collaborateurs d'une société de gestion, d'avoir des droits différenciés entre utilisateurs, par exemple d'avoir des personnes qui ne sont habilitées dans une société de gestion que, par exemple, à faire des demandes de passeport, par exemple, et pas à modifier des produits. Est-ce que c'est une fonctionnalité, ce qui est possible, ou est-ce que, je dirais, dans l'outil, à partir du moment où vous êtes habilité, vous avez accès à l'ensemble des actions qui sont possibles pour un utilisateur société de gestion? Je vais commencer une réponse et peut-être lui et Magali pourront apporter des compléments. Comme on l'a rappelé au début, hein, notre système il est tout jeune, hein, en production. Il a un peu plus d'un mois. Il est vraiment, c'est un tout petit bébé. L'idée c'est qu'on rentre dans une phase de stabilisation et effectivement les différents retours au fur et à mesure, d'ailleurs qu'ils soient internes ou externes, hein, que ce soit de nos sociétés de gestion au sein de l'AMF, principalement côté direction de la gestion d'actifs, nous allons faire un travail de récupération j'allais dire, ou des irritants, des choses qui dérangent, ou des évolutions pertinentes. Et effectivement, ce qu'on appelle, nous, du coup, la constitution de backlog, qu'on va prioriser, évidemment. Toutes les demandes ne se valent pas et on va faire en sorte de les adresser petit à petit. Sur la partie spécifique, en termes de droit, ce qui se passe aujourd'hui, je vais laisser lui en parler. Alors, pour répondre à la question, non, aujourd'hui, on ne peut pas faire la différence entre la partie passeport et ne pas pouvoir faire des demandes soumises à autorisation ou à déclaration. J'entends le point, on va le garder d'ailleurs aussi dans le backlog. Et ça rentre, comme ce que disait Ismaël, dans une espèce de prise d'informations différentes, où on nous a aussi demandé par les tickets, est-ce que je pouvais avoir une ségrégation entre les différentes campagnes que je pouvais avoir, d'avoir une ségrégation même par type de produit, de dire que moi, tel utilisateur peut gérer toute la partie FIA de ma société et tel autre la partie OPC. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre d'une évolution possible techniquement, hein, et d'affinement de la gestion des droits. Maintenant, plus on va descendre dans la finesse, dans la gestion des droits, ce sera très certainement très bien. Il faut quand même ne pas tomber dans l'effet inverse, où la gestion des droits devient trop complexe parce que trop fine. En tout cas, c'est de notre côté et c'est en phase de réflexion. Merci. Alors une question peut-être un petit peu plus basique sur le concept de dépôt de documents. La question est, lorsque vous déposez un nouveau prospectus, est-ce que vous devez supprimer l'ancien? Non, heureusement, tout simplement parce qu'il y a un système de versionning, hein, c'est-à-dire quand on a le prospectus qui date d'aujourd'hui sur un fond et on dépose celui d'aujourd'hui, il vient se rajouter, hein, on crée une version de prospectus pour ce fond-là. C'est comme ça que ça se passe. C'était déjà le cas avant et on reproduit exactement le même fonctionnement. Et merci. On est toujours sur le même thème de dépôt de documents. La question est de savoir si, alors, je vais poser deux questions à la fois. Est-ce que les sociétés de gestion peuvent continuer, on va dire comme auparavant, à concaténer les différents sous-documents, à savoir le DIC, le prospectus ou le règlement, par exemple, pour un fonds commun de placement, ou est-ce que c'est nécessairement des dépôts séparés? Et voilà, dans le même sujet, je souhaiterais savoir, puisqu'il y a des deux termes qui sont utilisés dans les menus, la différence entre prospectus et prospectus de base. Est-ce qu'ils doivent utiliser l'un ou l'autre? Alors, dans le dépôt des dossiers, des documents, alors soit vous passez par un flux et c'est comme auparavant, vous déposez un document concaténé, donc c'est-à-dire prospectus d'ici tout dans le même document.
Dans le cas d'un dépôt sur ROSA, et notamment dans les créations de produits ou les transformations, vous pouvez seulement déposer des documents un à un, c'est-à-dire le prospectus d'un côté et les DC de l'autre. Pour l'instant, il n'y a pas de possibilité via ROSA de déposer un document concaténé. Concernant la différence entre un prospectus et un prospectus de base, le prospectus est pour l'ensemble des produits, hormis les FCT où la notion de prospectus de base leur est complètement dédiée. Voilà, donc seuls les FCT sont concernés par cette dernière notion. Voilà, on continue. Il y a sur le thème de la liquidation, voilà, un intervenant qui souhaite savoir comment déclarer une entrée en pré-liquidation. Je pense que là, on parle de fonds de capital investissement. À quel endroit est-ce que ça doit être déclaré? Et toujours sur le thème de la liquidation des fonds, on souhaiterait savoir à quel endroit déposer le rapport des commissaires aux comptes en cas de liquidation d'un fonds. Alors, concernant la pré-liquidation, il faut passer par l'intention dissolution. Attendez, excusez-moi, liquider, demander la dissolution d'un produit. Et à ce moment-là, vous pouvez faire votre pré-liquidation. Et concernant l'autre question, c'était. Excuse-moi. Et les rapports des CAC, il faut les déposer via dépose de documents. Vous avez un onglet spécifique rapport commissaire aux comptes. Merci. Alors, on avait des questions. Alors, des questions autour de la bascule, en fait, de la reprise d'historique, la reprise d'historique dans GECO, parce qu'on a un intervenant qui nous demande s'il doit recréer dans ROSA des fonds qui avaient été créés dans GECO, et un autre qui nous dit, j'ai le sentiment que c'est plutôt du domaine du ticket individuel que de la question collective, mais qui ne retrouve pas les bons documents dans ROSA post-bascule. Voilà, est-ce que vous pouvez rappeler, dire les règles de gestion de la bascule, ce qui a été repris, ce qui n'a pas été repris? Oui, deux choses à rappeler. Hein. C'est que effectivement, les fonds soldés, c'est-à-dire les fonds historiques, etc., ils n'ont pas été repris dans ROSA. Et on a repris dans ROSA, du coup, tout ce qui n'est pas soldé en termes de produits financiers. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que pour ces fonds-là qui sont maintenant dans ROSA, on a fonctionné, et effectivement, on aurait pu le détailler en termes de communication. Ça a été fait dans les précédents webinaires. C'est qu'on a migré les prospectus, les derniers prospectus pour chacun des fonds, et on va voir dans les semaines à venir la migration des documents de 100% des fonds qu'on va avoir dans ROSA, c'est-à-dire l'historique des prospectus et l'historique des documents autres, hein, les rapports annuels, les rapports semestriels, les rapports des commissaires aux comptes, etc. Ça, ces migrations-là vont arriver petit à petit sur les semaines qui viennent, et une communication sera adressée aussi sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Alors on a une question toujours sur les questions de rapport commissaire aux comptes, la différence dans les menus entre rapport commissaire aux comptes et rapport annuel / semestriel. Dans quel cas est-ce qu'il faut qualifier utiliser l'un ou l'autre? Oui, c'est peut-être un peu trop fonctionnel pour nous en termes j'allais dire de techniciens sur le sujet. On y répondra par un autre canal. On a une question sur les délais de mise à jour des documents dans ROSA, et notamment le passage dans ROSA du statut en cours d'instruction vers agréé, une fois que l'agrément a été délivré. Voilà, est-ce qu'il y a des lenteurs qui ont été constatées? Alors, la question, je pense, elle est dédiée aux dossiers qui ont été agréés et terminés dans GECO avec la période de migration des données dans le référentiel ROSA. Il y a eu énormément de demandes de fait. C'est en cours de résolution. Normalement, ça devrait rentrer dans l'ordre assez rapidement. Mais effectivement, on a pris du retard concernant les mises à jour des données des produits commencés et terminés dans GECO. Et donc, la migration est à faire par l'AMF. Donc, ça va se résoudre rapidement. Merci. Je crois qu'on arrive presque au bout de notre période de questions. Je vais peut-être prendre les deux dernières. Il y a un utilisateur qui souhaite savoir comment déclarer une fusion-scission et voilà, s'il y a des évolutions de process qui sont prévues sur le sujet.
Concernant les dossiers de scission, fusion-scission, il y a une période transitoire. Vous devez envoyer vos dossiers sur une adresse email avec le dossier, mais toutes les informations, sauf erreur de ma part, sont disponibles sur la partie activité de votre extranet, avec le lien et les procédures pour déposer les dossiers de fusion. Oui, juste pour apporter un petit complément, effectivement, là, ce qu'on appelle, on est dans un cadre qu'on appelait, nous, dérogatoire, c'est-à-dire on n'est pas dans le fonction nominal. Dans le futur, quelque chose qui est encore à planifier, on aura des saisies, j'allais dire, directement vis-à-vis de l'extranet avec la création automatique de dossiers qui va venir. Et ensuite, et ça sera peut-être la dernière ou l'avant-dernière question, on a plusieurs questions sur les statistiques SCPI, de savoir si c'est prévu dans ROSA ou est-ce que ça continue ou on peut un temps sur GECO. Oui, on s'interrogeait qui allait répondre avec Magali, c'est fait. Oui, il n'y a pas d'écran de saisie pour les statistiques CPI. À l'image des VCI, un véhicule VCI, véhicule capital investissement, on va créer, pareil, un document spécifique pour leur intégration. Pour l'instant, c'est pas encore fait, c'est ce qui va venir très bientôt. Voilà, merci Ismaël. Je crois qu'on a un peu dépassé l'horaire initial. On n'a pas pu répondre, malheureusement, je m'attendais un tout petit peu à l'origine à toutes les questions. Voilà, on va reprendre l'intégralité de celles qui ont été posées dans le chat pour voir s'il y a matière à apporter une réponse collective pour on va dire pour la bonne information de tout le monde. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir assisté et contribué par les nombreuses questions que vous avez posées à ce séminaire. Et merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir.